On va commencer, on a passé les 50 personnes. Merci à tous en tout cas d'être venus et surtout merci à toi, Virgile, de participer et de jouer le jeu. Pour un peu de contexte sur ce webinaire, comme vous le savez, Grosse Talent, on a une seule ambition, c'est de donner, on va dire, un unfair advantage, aider les profils growth dans leur carrière. Et on a choisi un format qui est de faire venir, on va dire, des experts comme Virgile pour vous donner des astuces sur des parties très spécifiques de votre carrière. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde a en tête, un sujet tabou, un sujet qui fascine, qui est le salaire. Peut-être un petit disclaimer avant de vous présenter le guest du jour. J'ai peut-être une petite slide pour vous. On voulait préciser que le but de ce webinaire, c'est pas pour savoir si vous êtes sous-payé, surpayé, et pour vous donner un peu un benchmark du marché, même si on va parler chiffres, mais plutôt pour vous donner vraiment des astuces pour aborder ces discussions concernant le salaire. J'aime aussi préciser que le salaire, c'est souvent la cerise sur le gâteau. C'est la dernière frustration, je pense, sur laquelle on fixe quand on n'est pas forcément heureux dans son scope, dans son job, dans son entreprise. Donc aussi, garder ça en tête. Le salaire, c'est toujours la dernière frustration. Et avant de laisser la parole à Virgile, pour ceux qui le connaissent pas, et je vous invite à le suivre, notamment sur LinkedIn, il a pas mal de beaux logos sur son CV et surtout des expériences assez fortes. Euh, D'abord chez Criteo, où tu nous en parleras un peu, mais surtout chez Comet, où tu as eu un rôle de VP People et vous êtes vachement démarqué par l'approche que vous avez eue côté People. Et il est aujourd'hui entrepreneur. Il a lancé une startup qui nous parlera un peu plus, qui est spécialisée justement dans les benchmarks de salaire. Donc, sans trop en divulguer sur toi, Virgile, je te laisse la parole pour te présenter en quelques secondes devant tout En le monde. quelques secondes, tu mets la pression, mais en effet, je vais Quelques faire vite minutes. parce que je pense que non, mais vraiment, je vais être rapide. On a pas mal de choses à discuter et c'est pas forcément ce que j'ai fait qui est intéressant, mais pour le background, ouais, j'ai une dizaine d'années, une grosse dizaine d'années, un peu plus dans les ressources humaines. Je commençais dans un grand groupe. J'ai fait que diminuer de taille de boîte, dont en effet, tu le précisais, 3 ans chez Criteo où à la fin, j'étais HR director pour toutes les équipes tech. Donc entre la France et les US, et tech, c'était les devs, produits et recherche. Et après 3 ans chez Criteo, c'était vraiment, je me suis éclaté. J'ai en effet rejoint Comet parce que j'étais séduit par la vision des fondateurs de créer une expérience de travail vraiment différente pour les employés et en partie aussi pour les freelances. Et je me suis éclaté pendant 2 ans là-bas. En effet, on a essayé pas mal d'innover. On a toujours essayé de se dire, on ne fait pas ce qui est fait, mais on essaye d'aller chercher les best practices dans chacun des sujets, dont les salaires. Mais en fait, en taclant le sujet des salaires, je me suis rendu compte j'avais une grosse frustration qui est le manque de données de marché sur les salaires en startup. C'est-à-dire que c'était impossible de faire une grille de salaire. On va en parler de l'autre côté de la barrière un peu là pendant ce webinaire, mais c'était impossible pour moi chez Comet de faire une grille de salaire et dire aux gens, en fait, vous êtes bien payés. Vous êtes payés à la médiane du marché, vous êtes payés comme vous êtes bien pile à la moyenne. Quoi. Parce qu'en fait, sans données, c'était impossible et je passais mon temps à avoir des gens qui me disaient maintenant, mon copain, ma copine chez Spendesk, chez Jérémy, il m'a dit qu'il gagnait 10K de plus, puis la fille de mon boulanger pareil, etc. Et en fait, comme il n'y avait pas de données pour factualiser ces discussions, on était dans la négo permanente. Donc pareil, on en reparlera de la négo après, mais et moi, côté RH, c'est un truc que j'avais envie de tuer. Et en force, comme il n'y avait aucune source, au bout de 2 ans, bah, je me suis dit que j'allais la créer. Donc j'ai monté Figure qui est maintenant, c'était il y a un an, hein, et qui est maintenant Figure je pense, l'acteur de référence sur les données de marché au niveau des salaires, mais en format B2B. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on propose aux boîtes de s'abonner pendant un an, nous donner leurs données de salaire, on les agrège et en échange, on leur donne accès à notre plateforme qui leur donne des visibilités sur les données de marché et qui permet aussi de leur donner un point de vue sur leur salaire, leur positionnement salarial comparé au reste du marché. Donc, on a 130 boîtes à aujourd'hui, dont un gros tiers du Next 40, une bonne partie des jolies startups sur les scale-up. Bon, c'est hyper intéressant et c'est vrai. Et je pense, d'un point de vue entreprise RH, tu as ce point de vue. Et d'un côté growth aussi, c'est hyper difficile parce que on veut toujours gagner plus. Globalement, on veut toujours gagner plus. Et donc, on se pose toujours la question de est-ce que je peux aller négocier plus ou autre. Peut-être avant de rentrer dans la partie insight, plutôt dans la partie les différents cycles de vente de la vie d'un gosse, on a choisi avec Virgile de mettre en avant 3 moments, je pense, de votre carrière dans le gosse où vous pouvez avoir vraiment un effet de négociation. Et on va essayer de se passer la parole avec Virgile pour vraiment avoir les deux points de vue, donc le point de vue employé et le point de vue achat, pour vraiment vous mettre en circonstance et vous donner des astuces.
Avant ça, du coup, Figure nous a laissé accéder à ces données et Virgile nous a compilé quelques données sur les métiers du GOS. Et je trouve que c'est des données qui sont assez intéressantes et qui risquent de partager à tout le monde. Il y avait cette première sujet, Virgile, que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a encore une différence, notamment dans les métiers du GOS, entre Paris et la province? Mais de par tes études, tu nous disais quand même qu'en province, on était à moins 16% aujourd'hui. Est-ce que tu vas en donner un peu plus sur ces insights entre Paris et la province? Ouais, donc alors, première chose, c'est que, comme j'ai dit, on s'est lancé il y a un an, donc on a avancé, je pense, assez vite avec 130 clients, mais on manque encore de données. On commence à les avoir de données historisées, c'est-à-dire qu'une suivi de tendance de marché fiable. C'est ce que vraiment on veut construire dans le temps, et être capable de le suivre dans le temps. Mais pour l'instant, les chiffres sont implacables. On mesure vraiment même poste, même niveau de seniorité, quelqu'un basé à Paris, quelqu'un basé en province. Et on sait qu'en plus, province, tu vois, ça peut être différentes villes, donc il faut le prendre avec des pincettes. Mais globalement, en province, il y a quand même une vraie différence de salaire. Et donc, et on va le voir juste après avec le remote, c'est pareil, le côté ça y est, c'est fini. En fait, il n'y a plus de différence, c'est faux. Alors, ce qui est marquant, c'est la différence avec le remote, c'est-à-dire que province et remote, hein, la différence, c'est province, c'est les gens qui sont des bureaux en province, la boîte a des bureaux à Lyon, à Nantes, à Bordeaux, et ils sont physiquement la majeure partie du temps, en tout cas là-bas. Les remotes sont quelque part, ils ont un contrat français, ils sont quelque part, normalement en France, mais pas dans les locaux de l'entreprise. Et en fait, on voit toujours cette différence-là. Alors, ça tend à se résorber, parce qu'il y a de plus en plus de boîtes qui commencent à aligner les salaires. Toutes ces boîtes se posent ces questions. C'est la question numéro un que j'ai, c'est en fait, on ne sait pas comment faire sur l'alignement des salaires, province, remote, est-ce qu'on aligne, on n'aligne pas, qu'est-ce que font les autres boîtes. Tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Et la tendance va vers l'inflation et la hausse, c'est-à-dire le rapprochement des salaires en province et en remote vers Paris. Parce qu'il y a de plus en plus de boîtes, surtout dans le contexte actuel. Et puis en plus, c'était quoi? Bien C'était sûr. hier où on avait plus d'1 milliard de levées de fonds entre Sorare et Miracle. En fait, les gens, ils lèvent des sous principalement pour aller vite et pour aller vite, principalement par le recrutement. Et quand on crée une tension sur le recrutement dans ce marché, hein, dans ce marché startup scale-up, en fait, on n'a pas envie de ne pas être compétitif. Et donc, si on a une crainte de, attends, faire 10% de moins en province, 15% de moins en province ou en remote, ce qui était autrefois pas mal la norme, hein, il y a de plus en plus de boîtes qui remettent ça en cause en se disant, en fait, si ça nous rend moins attractifs et qu'on n'a pas nos ambitions de recrutement, on n'atteint pas nos ambitions de recrutement à cause de ça, on est mort. Donc, je dirais que le marché se rapproche de Paris, en fait, clairement. Et je pense que aussi intéressant, c'est que les entreprises, aujourd'hui, il y a une pénurie de talents. Tu parles 1 milliard levé rien que cette semaine dans l'écosystème. Il y a plus de 150 offres de profils growth disponibles en ce moment, tu vois, sur Welcome to Jungle et LinkedIn Job. Donc, il y a une vraie pénurie de talents et je pense que les entreprises sont prêtes à faire ce gap et se disent maintenant, non, c'est pas grave. Si on a le bon profil à Rennes ou à Toulouse, c'est pas grave en fait et on s'aligne. Ils vont pas avoir une politique salariale différente si le profil est pas disponible, quoi. De plus en plus, je pense que ça tend vers ça. Et en plus, vraiment, il y a ce côté, on est quand même dans un milieu où ça se regarde beaucoup. Plus d'entreprises vont pour dire, en fait, on aligne tout sur Paris, plus d'autres vont se mettre à suivre par peur de ne pas être compétitifs. Donc j'ai l'impression que clairement, on va dans ce sens-là. Il y a des petites différences, tu vois, sur la prise en charge des déplacements ou des petites boîtes Ouais. ici là qui font des trucs un peu spécifiques. Mais globalement, la tendance, j'ai l'impression que c'est plus celle-là, ouais. Et aujourd'hui, si je suis un gosse ou j'ai un contrat parisien et je vis à Paris depuis 2 ans et que j'ai envie de bouger en remote, on est d'accord que je n'ai pas à revoir mon salaire à la baisse aussi, du coup. En fait, déjà, on ne peut pas vous obliger à baisser votre salaire. Mais certaines boîtes peuvent vous dire, en fait, si tu veux changer ton obligation contractuelle et aller vivre en province, tu dois accepter ça. OK. Et ça c'était la norme historiquement, hein, parce que pas OK. mal de gens l'oublient. Et Google, récemment, il y a eu un gros bruit sur Google qui Ouais. aligne les salaires sur une localisation de la vie, sur le lieu de vie. Mais la norme historiquement, et nous, c'est ce qu'on faisait chez Criteo, c'était tu veux aller en province, tu veux aller à Grenoble, en fait, tu prends moins 10%. On t'autorise, mais tu fais moins 10%. Et comme on l'a dit, donc c'est légalement, ils ont le droit. Maintenant, avec la pression de marché dont on parle, et on va beaucoup en parler là maintenant, pense au Mm. webinaire, il y a un espèce de rééquilibrage des forces et de levier de négociation qui peut un peu changer la donne. Non, mais c'est hyper intéressant et je pense que ça peut donner des astuces à ceux qui ont des envies de quitter Paris. Et je pense que c'est hyper intéressant, tu vois, ces chiffres, de se dire qu'aujourd'hui, enfin, on parle de 8%, tu vois, donc le remote se positionne en mode beaucoup plus global en politique. Un autre insight que tu avais hyper intéressant, je pense que c'est un gros sujet dans le growth, qui est concernant le variable. Là, on avait 2 chiffres, donc on va essayer de différencier aussi les profils juniors des profils seniors. J'étais assez surpris parce que du coup, cette information, elle est disponible nulle part, quoi.
C'est purement, tu vois, sur des messages WhatsApp à des peers ou des collègues, on se demandait est-ce que tu as un variable ou est-ce que tu n'as pas un variable. Mais là, basé du coup sur 150 scale-up en France, je trouve ça assez impressionnant les statistiques que tu as sur le variable. J'imaginais pas, par exemple, que les juniors avaient presque un junior sur deux, quoi, un profil Go sur deux avait un variable, quoi. Ouais, moi aussi, ça m'a surpris là, parce qu'en plus, globalement, la tendance est la disparition du variable individuel. De manière Ok. générale, plus en plus de boîtes vont vers le variable individuel, c'est pour les commerciaux, et on en parlera peut-être un peu après, pour les Mm. managers. Les commerciaux, tu l'indexes sur ce qu'ils ramènent en chiffre d'affaires, c'est C'est parfois un simple. driver, même si c'est moins en moins le cas pour les commerciaux, mais c'est toujours le cas et c'est assez simple à calculer. Et pour les managers, tu l'indexes en partie sur la perf de leur département et celle de la boîte. Et ça marche à peu près. Toutes les autres fonctions, il y a une grosse tendance d'entreprises qui veulent sortir du variable. Pour plein de raisons différentes, on en reparlera peut-être s'il y a des questions dessus, mais ce n'est pas très attractif pour la plupart des gens. C'est dur de définir des objectifs, surtout dans une boîte où en fait, tous les mois, tu changes d'objectif, tu changes d'organisation de travail, etc. Et en fait, ça crée beaucoup de contraintes, donc les boîtes en sortent. Mais je trouve que ça fait quand même beaucoup. De 1 sur 2, ça fait encore beaucoup, je trouve, en junior. Et ouais, et ça, c'est hallucinant quand tu montes sur des managements, du coup, donc sur les Head of Growth, où là, presque tous les Head of Growth clients de figure, quoi, ont un variable, 85%, c'est assez écrasant, quoi. Ouais, ça, c'est ce que je te disais juste avant. Ça reste quand Ouais, même la norme de management. Tu as une partie de ton fixe, tu as une partie de ton package qui va être selon le niveau 10, 15, 20% de ton package, de ton fixe qui va être en plus en objectif variable, avec des objectifs en partie sur le résultat de la boîte, en partie sur ta perf à toi et celle de ton équipe. Et ça reste quand même, ça reste quand même vraiment la norme, hein. Donc ça, je pense qu'on voit moins d'effets qui bougent sur le management. Par contre, sur toutes les autres fonctions, une vraie diminution du pourcentage de part variable dans les packages. et tu penses qu'on va augmenter les fixes, du coup, ou on va rester Bah, sur les mêmes salaires? En fait, reprends l'exemple dont on parlait tout à l'heure, avec l'effet de levier qui change, la plupart des boîtes qui veulent sortir du variable, ils vont pas dire à leurs employés, tiens, tu gagnes 45 plus 5, bah, demain tu gagnes 45. Donc qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont souvent un enjeu quand elles en sortent de réintégration dans le salaire de base. Donc des fois, elles peuvent tenter le coup de te dire, comme ça devient garanti, je te donne pas 50, mais je te donne, tu vois, 48, 49. Quelques boîtes font ça et d'autres boîtes disent en fait, bonne nouvelle pour toi, c'est plus variable, c'est fixe et tu gagnes 50 à partir de maintenant. Donc ça Ouais, va plus monter l'effet que soi. tu vois, nous chez Spannet, donc moi, j'ai vécu les deux. Au début, j'avais un variable qui était, on va dire, un peu au doigt levé. Tu vois, ça devait être plutôt un bonus, que je dirais. Il y a souvent cette limite entre le variable et le bonus. Donc, ça allait être, tu vois, presque 10% de mon salaire tous les 6 mois en fonction des OKR, quoi. Donc, si j'avais bien fait mon job et ainsi de suite. Donc, ça, c'était plutôt quand j'étais junior. Après, quand on a monté l'équipe Growth et que j'ai eu ce rôle un peu plus head of growth, là, on était à la fois sur les performances des membres de l'équipe Growth et derrière un intéressement sur le revenu global de la boîte. Donc, par exemple, la boîte devait faire 10 millions d'ARR. Si on arrivait à 10 millions, on avait tous 100%, les head-off. Il y avait un accélérateur si on dépassait et il y avait un minus si on faisait. Et sur les profils grosses managers qui composent l'équipe, ils avaient un variable sur la performance. Donc, c'était le nombre d'opportunités générées. Comme chez Spanesk, on est très sur le côté outbound en support de l'équipe commerciale. Et à la fin, on a même mis un prix à l'opportunité. Donc, ils avaient un prix à l'opportunité et chaque opportunité, du coup, ils prenaient X. Et c'était un variable d'équipe, du coup, parce qu'on ne voulait pas avoir un effet pervers. Donc, ils avaient un nombre d'opportunités à accomplir en tant que gross manager et ils divisaient par deux, parce qu'il y avait deux grosses managers à la fin, ils divisaient par deux ce bonus-là. Et on le faisait sur le mois, c'était difficile à appliquer parce que ça glisse et tu passes ta vie en fait à calculer le spreadsheet. Donc, on le faisait sur le trimestre et ça pouvait représenter presque 30 ou 40% de leur salaire par mois, quoi, du coup. Ouais, c'est beaucoup ça, et c'est beaucoup comparé à ce que je vois dans notre boîte. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est le côté glissement, à la fois disparition du variable et le variable de plus en plus qui passe d'individuel et qui se collectivise, quoi. Il se devient de l'individuel pur à un mix d'individuel et collectif ou du collectif pur, ce que tu décrivais. C'est aussi ce qu'on voit pas mal sur le marché. Ouais, et je pense que ce qui est un peu c'est un peu le mot magique, quoi. Variable aujourd'hui, certains mettent des bonus, certains mettent des performances. Je pense que c'est un des sujets qui est le plus complexe, quoi, à aborder parce que c'est déjà que sur les salaires, les bases, il y a très peu d'informations et sur les variables, il y a encore moins d'informations. Pour jumper, pour être le plus actionnable possible, tu me disais, Virgile, il y a ces trois étapes, en fait, d'un point de vue, quand tu es employé, pour aborder le salaire et les négociations de salaire.
sans trop rentrer dans le détail aujourd'hui, est-ce que tu peux donner un peu plus de vision, tu vois, sur ces différents moments en fait où on est confronté avec ce package ou ces discussions autour du salaire? Ouais, bien sûr. Déjà, je pense que, et ça correspond un peu aux trois étapes que l'on a vues aussi, mais il y a un truc, c'est on va parler de la marge de manœuvre et de la flexibilité et de la négo. Plus on est senior, plus on a des compétences rares, et plus en fait on a un pouvoir de négociation fort. Donc c'est vraiment, il y a des choses qui sont propres à des gens qui ont 10 ans d'expérience, qui peuvent se permettre des choses que quelqu'un qui vient de sortir de l'école ou qui a très peu d'expérience ne peuvent pas le faire. Donc, quand on parle de l'embauche, certains en fait, et notamment c'est la norme dans les plus grandes boîtes. Hein. La norme dans les plus grandes boîtes, c'est que tu as des salaires d'entrée et tu peux pas négocier. Ils sont C'est souvent une grille, basés quoi. sur, ouais, c'est une grille et c'est souvent basé sur les écoles et les niveaux d'école et les classes d'école, ce qui n'est pas un truc que j'adore tout particulièrement, donc ça me manque pas trop, mais c'est factuel. Tu vas y aller, tu peux pas arriver en disant en fait, moi, non, en fait, c'est soit tu prends 39 000 euros et c'est tout. Donc ça, c'est important à garder en tête. Et de manière plus générale, à garder en tête que c'est très différent la manière dont c'est géré le salaire d'une boîte à l'autre. Souvent, plus la boîte est petite, moins elle va avoir de structure en place, moins elle va avoir de rigidité, et plus il va avoir de place au discrétionnaire et avoir de marge de manœuvre, etc. Même si en fait, on voit vraiment le mouvement de plus en plus de boîtes qui de plus en plus tôt veulent se structurer, avec l'exemple qui vient de Buffer aux US, qui est arrivé avec Captain Train, Payfit, Alan, Shine, Luco, Gorgias récemment qui en a parlé et tout aussi, qui veulent faire des normes en disant en fait, voilà ton métier, voilà ton seniorité et point à la ligne. Parce que ça, pour donner un peu de background, le pourquoi de ces grilles-là, il y a deux grandes raisons. Il y en a une très vertueuse qui est de dire en fait, nous, on veut tuer la négociation. La négociation, ça crée des écarts de salaire injustifiés entre les gens et notamment des écarts salaires injustifiés hommes-femmes. C'est un des gros critères de l'inégalité salariale homme-femme. Et on veut objectiver les décisions de salaire. Donc, on fait des grilles avec plein de facteurs, le métier, la seniorité, le nombre d'années d'expérience, etc. Et comme ça, pas de discussion. Il y a une raison un peu moins vertueuse de pourquoi des boîtes font ça, c'est qu'aussi, ils veulent faire, c'est encore ce milieu dans lequel où des gens veulent faire un peu comme font les boîtes cool, veulent avoir un côté employer branding ou mettre en place ce genre de grille. Mais donc, quand on arrive dans ces boîtes-là, on a quand même moins de marge de négociation. Mais quand même, globalement, ce que je conseille, c'est déjà, d'arriver préparé, en fait. Et d'arriver préparé en disant, moi, je postule pour tel poste. Voilà en gros ce que je pense que les données que j'ai pu récupérer qui sont imparfaites de ce que vaut mon poste sur le marché. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai créé Figure parce qu'il y avait des données assez imparfaites sur le marché. Donc, mais en bricolant quelques sources, on peut dire, tiens, j'ai vu telle étude, j'ai vu tel truc. Moi, j'ai l'impression, donc c'est de factualiser la discussion et c'est de dire, moi, j'ai l'impression que c'est à peu près ça ce que je vaux sur le poste que vous avez ouvert. Parce qu'en fait, il faut un peu tuer le truc historique de la discussion se base sur qu'est-ce que tu gagnes ou qu'est-ce que tu demandes. Déjà, qu'est-ce que tu gagnes, vous n'êtes pas obligé de répondre. Okay, quand les gens disent qu'est-ce que tu gagnes, bien en fait, c'est très bien de dire. Je n'ai pas forcément à le dire. Je ne crois pas que ça c'est pertinent ce que je gagne maintenant. Ce qui est pertinent, c'est Ce que je veux, quoi. ouais, c'est ce que je veux et ce que je pense que vous pouvez offrir sur le poste que vous ouvrez. Et ça, même ce que je veux, si je pousse le bouchon un peu loin, c'est pas forcément 100% pertinent parce qu'en fait, c'est la norme actuellement de mettre la responsabilité sur le candidat, de dire en fait, dis-moi ce que tu veux et on va voir ce qu'on fait. En fait, si tu y réfléchis, c'est pas comme ça. Je disais à un copain récemment c'est comme si tu allais au supermarché, tu arrives avec ta boîte de Kinder Pingu à la caisse et le mec dit bon, bah, combien tu proposes? Et tu dis je passe 5 euros et il dit bon, vas-y, je vais voir, ok, 6. Ben, ça marche pas comme ça, tu vois. Et c'est un peu pareil avec l'entretien de recrutement, c'est qu'en fait, ça m'amène à mon prochain conseil. Vous pouvez retourner un peu la discussion et dire en fait, moi je peux vous dire un peu ce que j'attends. D'ailleurs, j'ai quelques données que j'ai vues pour préparer un peu ce que je pense factualiser la discussion, mais à vous de m'expliquer comment ça se passe le salaire chez vous. Comment vous déterminez le salaire, quel salaire vous avez alloué au poste et en quoi ça va être, équitable par rapport au marché et par rapport à ce qu'ont les autres gens en interne. Il faut faire attention à ne Et, pas créer un enjeu de pouvoir et de clash. Il ne faut pas aller au clash en tournant ça en discussion très agressive. Mais personne, et moi j'ai eu aucun problème en point de vue RH, de quelqu'un qui venait en me disant factuellement comment ça se passe chez vous. Je suis curieux de voir comment déterminer les salaires et de retourner à la discussion aussi. C'est un peu ce que je voyais dans les commentaires, question miroir. Et c'est aussi pour éviter le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est dans une négo. Le premier qui a lâché un chiffre, tout tourne autour de ça. Si vous dites vous voulez 50, s'ils étaient prêts à vous offrir 60, ben ils vont vous donner 52, 53 potentiellement, selon les boîtes. Et ouais, vous bien allez être sûr. content parce que c'est au-dessus du chiffre que vous avez donné. J'ai plusieurs questions. Donc là, on est dans le processus de recrutement. Donc, il y a deux sujets.
Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'agences qui nous prospectent. Quand une agence nous contacte, est-ce que c'est bien vu de demander le package? Comme c'est pas forcément l'entreprise en direct, l'agence a cette information-là. Est-ce que quand un recruteur nous envoie un email plus ou moins personnalisé sur LinkedIn, est-ce que c'est bien vu de répondre directement quel est le package? Ouais, parce qu'en fait, en fait, vous pouvez dire d'entrée, moi, c'est quoi le package associé à ça? Parce qu'en fait, on ne veut pas perdre de temps. Lui et vous voulez pas perdre de temps. Si moi, vous me faites rentrer dans un process où à la fin, ça me paraît déconnant, vous aurez perdu du temps, j'aurais perdu du temps. Et juste, dites-moi comment vous avez déterminé le package, quel package j'avais associé à cette offre-là. Encore une fois, tant que vous restez factuel, franchement, normalement, il doit y avoir aucun problème. Et je pense qu'il faut se méfier d'une boîte qui le prend mal le fait que vous demandiez de factualiser la discussion. Je pense que c'est un peu un red flag. Donc, si vous restez factuel et pas agressif, vraiment, je pense que les boîtes sont prêtes à discuter et en tout cas, vous remettez un peu la responsabilité sur elles de vous expliquer comment ça se passe chez eux, comment vous assurez que vous donnez des salaires équitables. Et je parlais d'autres trucs d'équité. Équité, c'est par rapport au marché externe et c'est aussi par rapport en interne. C'est-à-dire les gens qui ont, et je voyais une remarque sur Impact, les gens qui ont le même genre d'impact que moi, sur le même poste ou sur des équipes similaires, comment est-ce que vous garantissez que globalement, mon package va être équitable par rapport au marché et aux gens en interne? Vous pouvez mettre la responsabilité sur l'entreprise. Hein. Et plus tard, donc, si on prend un peu les process classiques aujourd'hui de recrutement, donc il y a le screening call qui va être fait souvent par un recruteur dans des boîtes qui commencent à être structurées. Après, on va souvent rencontrer son manager, souvent deux, trois personnes, un case study là-dessus. Et après, on va recevoir une offre. À quel moment, du coup, c'est le plus adéquat, tu vois, pour négocier son salaire? C'est quand on reçoit l'offre? C'est avant de recevoir l'offre? À quel moment? Alors ça c'est assez technique, mais en tout cas, tu l'as dit tout à l'heure, déjà au screen, il faut s'assurer que vous n'êtes pas méga éloigné, parce que vous ne voulez pas perdre votre temps et arriver à avoir trop d'écart. Donc au screen, ça peut être acceptable ça peut être complètement normal de juste avoir un ordre d'idée de savoir si à peu près les budgets, et souvent l'entreprise, elle va pas vous dire voilà le salaire, sauf celles qui ont des grilles vraiment arrêtées. Et encore une fois, enfin, les grilles 100% arrêtées ne sont pas toujours 100% arrêté. Il y a toujours de marge de manœuvre sur l'évaluation de la seniorité, des années d'expérience, etc. Donc, il y a toujours un peu de marge, même dans ces modèles-là, un peu de marge souvent. Mais en gros, au début, vous s'assurez que vous n'êtes pas trop loin. Et après, en vous d'amener la négociation au moment où vous pensez que vous avez le plus de levier de pouvoir de négociation. Si vous êtes super confiant que vous allez faire une étude de cas canon, bah, attendez après l'étude de cas, attendez au moment où ils arrivent l'offre pour pouvoir faire la négo. Si par contre vous êtes trop d'entrée dans le screen call, il y a trop d'écart entre ce que vous pensez vouloir et ce que la boîte peut offrir, vous pouvez amener le sujet sur la table maintenant. Quoi. Hyper intéressant. Je trouve que le plus dur quand tu reçois une offre, c'est que tu ne sais absolument pas la marge de manœuvre que tu peux avoir. Moi, j'ai une technique et j'aimerais que tu me dises si c'est la bonne ou autre. C'est souvent de rajouter 20-30 cas. Tu vois, donc par exemple, je reçois une offre à 5 ans et c'est de se dire comment je fais pour demain être à 70 cas dans ce job. Tu vois. Donc, je retourne la question inversée qui est de se dire, OK, c'est quoi les perspectives d'évolution en fait? Qu'est-ce que je dois atteindre? C'est quoi vos objectifs pour pas doubler mon salaire, mais rajouter 20, 30 cas à ce salaire en question? Je trouve que tu vois, cette phase-là, du coup, ça pousse à se dire, OK, mais comment a été construit le salaire en fait? Comment vous êtes arrivé à 50 en fait sur un doigt levé et comment du coup on peut le faire évoluer? Est-ce que c'est lié à quelque chose qu'il faut faire grossir? Tu vois, par exemple, est-ce que c'est lié au nombre de clients? Est-ce que c'est lié à l'usage produit? Moi, j'utilise pas mal ce conseil et je l'ai pas mal appliqué aussi. Ça permet du coup d'avoir une discussion qui te dit, OK, aujourd'hui, on est à un point B, mais derrière, on va progresser tous les deux, on va avancer, on va faire évoluer. Et comment on peut faire évoluer cette rémunération? Est-ce que tu as peut-être un avis sur cette technique, Non, peut-être une autre approche qui est elle, aussi intéressante? non, elle est super bien parce qu'en fait, ça revient sur ce que je te disais. Déjà, tu factualises, tu dis OK, on a ça maintenant, mais en gros, je veux comprendre les mécanismes. Donc, tu vois, tu factualises et tant que c'est pas. Et normalement, franchement, si une entreprise ne doit pas se braquer sur ce genre de remarques et de questions, et encore une fois, si elle se braque, je pense que c'est peut-être pas bon signe. Et deux, en plus, tu envoies un message de je me projette, on se projette ensemble, je veux juste comprendre les mécanismes. Et trois, en plus, ce qui est super bien dans ta question, c'est que tu as des éléments culturels derrière aussi. Tu vas voir ce que la personne va dire. Oh là là, attendez, 20K chez nous, on ne gagne pas 20K comme ça. Enfin, tu vois, tout de suite, tu vas avoir selon la réaction que tu vas avoir en face, tu vas aussi toujours gratter un peu et voir des petits éléments culturels. Donc, tu vois, factuel, tu montres que tu te projettes, ce qui est toujours bien parce que tu peux c'est la négo, l'offre, c'est le début d'une histoire hein, presque d'amour avec une boîte. Donc, tu veux mettre les bases. Deux, on se projette ensemble. Et trois, en plus, ça te permet de voir comment ça se passe chez eux, c'est quoi les process sous-jacents, c'est quoi la culture, etc.
Et un dernier conseil que j'aimerais donner dans cette partie, c'est essayer de jamais discuter de ça par email. Tu vois, je vois qu'il y a trop de candidats ou trop d'entreprises qui envoient des suites d'emails là-dessus. Honnêtement, si vous avez un crush pour l'entreprise ou si vous avez un crush pour le job, invitez le recruteur, invitez le CEO pour un café, allez dans les bureaux, ayez cette discussion, de face à face. Ça paraît être un peu plus humain que juste de vendeur de poissons, un peu. Mais n'hésitez pas à vraiment discuter de ça de vive voix, soit au téléphone, soit en physique. Mais je vous conseille vraiment de le garder côté humain parce que ça peut être hyper froid comme sujet de juste parler de chiffres là-dessus. Et peut-être un dernier aussi, et je pense que Virgile, tu es meilleur que moi en maths, mais souvent, par exemple, 2 cas d'écart entre un 48 ou un 50 sur un salaire, à la fin du mois, net d'impôt dans votre poche, c'est assez dérisoire la somme qu'il va avoir, quoi. Donc, c'est aussi dans certaines d'avoir une discussion peut-être très dure dans le process pour 2, 3 cas euros. Gardez en tête qu'à la fois pour l'entreprise ou pour le candidat, la différence sur la fiche de salaire à la fin est très minime, quoi. Ouais, exactement. Et ça, c'est marrant, ça va être le dernier conseil que j'avais donné, c'est aussi bien voir pourquoi tu te bats, tu vois. Et exactement ce que tu dis, si tu te bats pour 2 cas et que tu vas aller au clash, tu vois, disons que tu as demandé un peu, on rentre dans une égo, ils t'ont donné un peu, et puis tu te dis, ah, tu remets le couvert pour aller obtenir ce premier cas, ce dernier cas. En fait, pourquoi tu le fais? Est-ce qu'il y a une question d'ego? C'est souvent un problème avec les salaires. Il y a des fois un truc, c'est souvent un sujet un peu émotionnel. Tu vas vouloir le faire pour montrer que tu as gagné. En fait, et encore une fois, tu crées une relation. Et moi, j'ai eu ce cas de l'autre côté, hein. J'ai eu ce cas de l'autre côté. Et des fois, j'ai dit, en fait, juste le même côté, ce qu'on disait miroir sur le côté culture. Si lui, il me donne une vitrine sur comment Ouais. il va être quand il va être là, on arrête là. En fait, limite, j'aurais pu les donner, mais on arrête là juste parce que c'est Par juste principe. usant. Ouais, par Ouais. principe. Et tu l'as dit aussi, c'est une super bon conseil, toujours par téléphone. De toute façon, les discussions complexes qui peuvent être sujet à interprétation, comme la négo de salaire, où les gens ils vont peut-être pas comprendre pourquoi tu le fais, les chiffres, ils peuvent mal le prendre. Ils avaient l'impression que vous aviez un accord et en fait, ils ont l'impression que tu reviens. Oral, c'est comme toutes les discussions compliquées. Dès que tu as un truc compliqué à dire par email, un email un peu tendu, toujours mieux de passer un coup de fil. Donc ça c'est super conseil aussi. Pour résumer sur cette première phase qui est à l'embauche, je pense que ne vous engagez pas dans un processus de recrutement si le package est trop éloigné de ce que vous expectez, quoi. Vous n'arriverez pas à le faire évoluer trop fort. Le deuxième qu'on avait, c'est vraiment essayer de comprendre la compréhension, en fait, comment marche le salaire derrière, en fait, essayer de poser vraiment des questions pour comprendre comment ils sont arrivés à ce montant-là, de vachement discuter par téléphone, comme l'a dit Virgile, et essayer aussi d'avoir de comprendre et de se projeter, quoi. Ça serait les quelques astuces sur le côté de l'embauche du salaire là-dessus. Et le dernier conseil que disait Virgile, c'est une fois que vous aviez l'offre, n'hésitez pas à en parler à vos peers, vos anciens collègues, à vos potes qui ont le même job que vous pour essayer de sonder le marché. Et la dernière astuce, c'est n'allez pas au clash pour quelques dizaines ou centaines d'euros sur votre salaire à la fin là-dessus. Il y a la deuxième phase, du coup, Virgile, qui est la réévaluation. Euh, on l'a vu dans les métriques du growth, les salaires sont de plus en plus importants et on en reviendra quand on devient manager ou head-off par la rareté des profils. Moi, c'est un conseil que j'applique beaucoup. Je dis aux gens, au final, c'est pas le plus important, c'est à combien tu rentres, c'est quelle est ta mission que tu dois livrer dans les 3, 6 prochains mois. Parce qu'une fois que tu auras taclé le problème, une fois que tu auras vraiment montré ce que tu sais faire, là, tu auras un bras de fer qui est beaucoup plus fort. Et donc, la phase de réévaluation, moi, je préfère cette phase-là parce que là, on parle plus d'un package et d'un profil sur 3 heures d'un process de recrutement. Là, on parle sur 3, 6, 12 mois de track record, en fait. Et là, vous avez énormément de munitions pour discuter de ces salaires. Moi, je pense que c'est la phase la plus importante aujourd'hui, qui est la réévaluation, qui est de se dire à plus 3, 6, 12 mois, comment on l'approche. Toi, de ton côté, Virgile, comment ça se passe aujourd'hui dans des boîtes à la fois early et aussi structurées, cette partie réévaluation de salaire? Est-ce que c'est lié à un temps donné? Est-ce que c'est lié à des objectifs? Est-ce qu'on peut le déclencher, tu vois, en tant que talent? C'est quoi ton avis un peu sur ces promotions, en fait? Oui, c'est intéressant. Je fais le lien avec tes deux questions et un lien avec une remarque qui a été faite sur 2 cas, 5 cas, ça peut être important sur l'évolution de carrière. Et c'est pour ça qu'il faut faire, dans les plus grands groupes, c'est très vrai, parce qu'en fait, quand tu as des progressions assez lentes, en fait, c'est genre les compounding interest, le moindre cas de différence au début, quand tu as des petites augmentations légères, en fait, ça s'additionne au fur et à mesure des années. Mais justement, pour recadrer et faire le lien avec ta question, si on zoome sur un peu cet univers startup scale-up, surtout
celles qui sont très early, en fait, c'est un peu le monde est beaucoup plus ouvert, les possibilités d'augmentation sont bien plus fortes. Et les possibilités d'augmentation et de promotion avec des promotions à 2 digits en termes de pourcentage d'augmentation sont bien plus fréquentes que dans ces mondes-là. Et donc, je te rejoins pas mal surtout dans une boîte très tôt, qui marche bien, vous avez il va y avoir un salaire d'entrée, mais si vous faites vos preuves, vous apportez beaucoup de valeur, on a cette notion d'impact, de valeur qui revient beaucoup et qui est vachement vraie, vous allez pouvoir avoir la suite va être beaucoup plus importante presque que le salaire d'entrée. Et sur comment ça se passe, encore une fois, c'est très différent de boîte en boîte. Globalement, on va dire, il y a les boîtes complètement déstructurées où il faut un peu provoquer la discussion. Et ça, c'est pareil, ces discussions que vous pouvez avoir. C'est en fait, ça se passe comment? Posez-la la question. Est-ce que c'est tous les ans? Est-ce que je dois venir? Est-ce que je dois demander? Est-ce que c'est une négociation annuelle? Il y a un peu la culture en France de la négociation annuelle de salaire. Est-ce que c'est ça à laquelle je dois m'attendre? Ou en fait, à un moment de l'année, tout le monde est revu en même temps? Et globalement, la norme, c'est qu'au début, c'est un peu le bordel. Après, ça se structure souvent à date d'anniversaire, qui est souvent un bon moment. C'est en fait, on arrive à 1 an que j'ai passé dans la boîte. Voilà, et on revient sur le côté factualisé. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai livré, etc. Vous pouvez factualiser les discussions. C'est souvent le bon moment. Ça fait 1 an dans la boîte. Vous êtes en droit de demander au moins, c'est possible d'avoir une réévaluation. Et si en plus vous avez bien performé, en droit de voir si c'est possible d'être promu. Et après, il y en a, c'est annuellement ou biannuellement, c'est-à-dire souvent janvier, juillet, ils font des revues un peu tout le monde en même temps. Donc, c'est souvent ces moments-là qu'il ne faut pas louper. Et ça, ces moments-là, ils se préparent souvent en avance, un peu avec votre manager, et on va revenir là-dessus, parce qu'en fait, le manager, sur ce sujet-là, autant au recrutement, il a évidemment du poids, autant en promotion, c'est celui qui en a le plus. Donc, ça doit être votre allié. Et ça se prépare en avance. Ça se prépare en avance de phase, ça se prépare un moment avant de dire, en fait, dans 6 mois, je vais arriver à 1 an dans la boîte. Je pense que ça serait anormal d'être augmenté. C'est quoi le contrat, pas forcément écrit, mais même moral que l'on a? Qu'est-ce que je dois faire d'ici 6 mois? Et l'objectif à atteindre. Exactement. Et quand vous revenez dans 6 mois, on rend des comptes, on a fait ça, je t'ai apporté de la valeur. Et en fait, moi, quand je me place d'un point de vue RH, je vous l'ai dit au début un peu, j'étais un peu anti-négociation. Mais la vérité est que, surtout dans les startups où tout va vite, où chaque jour, tu as un millier de trucs à faire et tu peux en faire 10, et c'est très dur d'être méga proactif, c'est très dur d'être réactif. En fait, quand tu as un manager qui vient dire, écoutez, moi, je viens me défendre la personne chez moi, elle s'est donnée, on avait promis qu'on faisait ça, et en fait, franchement, il faut l'augmenter, et que vous avez votre manager en principal allié, bah, ça augmente grandement les chances qu'il se passe quelque chose derrière. Donc, c'est vraiment la personne, dans la plupart des boîtes, qui a le plus de poids sur votre potentielle réévaluation. Mais s'il y a quelque chose qui est intéressant et c'est quelque chose qui était difficile à vivre en tant que manager, c'est que le manager a énormément de poids, mais il n'a pas trop le pouvoir. Par exemple, si je parle de Spendesk, j'avais un budget de mon équipe boss, mais les salaires en question, c'était géré par les RH, par les gens comme toi, Virgile. Et en fait, c'est à mon tour aussi de renégocier derrière pour me battre pour les talents, pour chercher des augmentations. Je pense que c'est aussi un disclaimer qui est intéressant. C'est pas votre manager qui a juste à dire oui et signer le chèque et que dans votre compte Payfit le mois d'après, vous aurez l'augmentation. Il y a un autre process qui est derrière. Une fois que vous avez réussi à convaincre votre manager doit convaincre souvent le CEO de l'entreprise et derrière le RH, parce que d'un point de vue RH ou d'un point de vue CEO de l'entreprise, vous avez vraiment cet intérêt qui est le poste de dépense numéro 1 aujourd'hui dans les startups, qui est le coût des employés, quoi, qui sont les salaires. Et donc, en fait, c'est le point d'indication que tout le monde suit, où c'est vraiment le Excel de la boîte, tout le monde va suivre pour s'assurer qu'on n'explose pas les coûts, quoi. Ouais, non, mais ce que tu dis, je suis complètement d'accord. Il n'a pas souvent le pouvoir de décision. Déjà, souvent, quand ça structure, il a souvent un budget. Alors, des fois, le Ouais. budget, il peut négocier pour que ce soit un peu augmenté. Et aussi, et ça me fait le lien avec ça, c'est que souvent aussi, il peut pousser pour dire, en fait, s'il y a des problèmes de général, de manière de salaire sont un peu en dessous du marché, etc., et que vous, avec le manager, vous poussez pour un peu de data, amener un peu de data à factualiser la discussion, il peut y avoir aussi souvent, ce qui se passe, c'est qu'avant les budgets alloués par manager, il y a souvent une phase dans les boîtes un peu plus structurées de market review. C'est-à-dire qu'on va regarder tous les salaires de la boîte et on va se dire, en fait, notre équipe growth, elle est un peu en dessous du marché, donc on va faire 2 choses. On va faire un budget de réajustement et ensuite un budget à allouer en fonction des performances, des promotions et tout. Et ce budget de réajustement, soit les RH sont très proactifs, ils s'abonnent à Figure, ils sont super bien, ils ont pu voir les gaps avec le marché, ils planifient ce budget de réajustement. Soit en fait, et ça a été le cas notamment chez moi dans toute ma carrière, notamment chez Criteo, ils ont eu des gens qui sont venus pousser pour leur montrer que les salaires n'étaient pas au marché. Nous, chez Criteo, je me souviens toujours, on avait une équipe à Palo Alto et notamment des équipes produits. Ils avaient fait un fichier Excel
ils avaient fait un travail de consulting pour aller choper tous les salaires du marché, leurs salaires de leurs copains, de leur boîte, leur niveau et tout. Ils m'ont fait un fichier Excel qui était tellement bien fait qu'à un moment donné, je pouvais plus dire non, non, arrêtez, vous êtes bien payé parce qu'ils ont fait un travail de recherche factuel. Et moi, j'ai pris ce qu'ils ont fait. Je suis allé voir notre responsable rémunération groupe. J'ai dit, bah écoute, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il semble avoir un problème. Ils ont fait un super travail de recherche. Donc, ce que je veux dire, ça ramène au côté factuel aussi qui est super important. C'est beaucoup plus dur à contrer quand vous venez avec des datas, vous avez le manager dans votre poche, vous voulez faire un truc collectif pour tous les gens de l'équipe. Ça marche assez bien. Plutôt que de juste dire j'en ai marre, je me barre si vous ne m'augmentez pas, où là on peut tomber dans le côté émotionnel et clash, qui peut marcher, hein, mais qui peut aussi amener de mauvaises choses. Il y a deux sujets pour résumer sur la réévaluation. Moi, je pense que c'est la phase la plus importante parce que vous avez délivré dans votre job, vous avez des vrais chiffres de quoi de parler. Et je pense qu'il y a le concept de se préparer, en fait, où j'ai l'impression que beaucoup de profils ghost sont dans une position un peu d'attente. Tu vois, ils vont attendre que le manager leur donne une augmentation, ils vont attendre quelque chose. En fait, il faut changer ce mindset-là. Il faut plus être dans l'attente, en fait, mais il faut se préparer. C'est-à-dire, faites un export Salesforce, expliquez grâce à vous combien de nouveaux clients ont signé, expliquez combien ça a rapporté à la société. Faites, comme l'a dit Virgile, contactez 5-6 profils Ghost, et on y reviendra après sur qu'est-ce qu'on va faire Grosse Talent pour cette initiative-là, mais venez avec des données chiffrées là-dessus. Avoir une Moi, il y a quelque chose, peut-être avant de passer à la dernière partie, que je suis pas très fan, c'est de dire, j'ai reçu une offre de temps, en fait. Parce que, comme on l'a dit, les offres, il y a tellement d'équations complexes, le stade de la boîte, le job, qu'en fait, cette offre, elle n'a pas forcément de valeur quand vous dites, j'ai reçu cette offre de PayFit. OK, ben PayFit, ils ont levé 2 séries de plus que nous, ils ont une équipe de 10 personnes. Donc, je trouve que ce côté, j'ai reçu une offre, n'est pas le meilleur atout dans votre négociation. Partez plutôt de ce que vous avez délivré, l'impact que vous avez eu, essayez de le calculer. Et ça, vraiment, essayez vraiment de le faire, trouvez, exportez de la donnée, faites votre tableau Excel, mais arrivez avec des choses chiffrées. Si vous êtes plus préparé, les autres suivront. Et derrière, allez chercher ce benchmark, allez chercher cette information pour savoir ce qu'on a. On est un peu en retard, Virgile, donc pour qu'on garde la place sur les questions, on va accélérer sur la dernière. Pour résumer de ce que tu nous disais sur les salaires dans le GOS, il y a des énormes écarts entre les juniors et les seniors de par la rareté des profils. Je ne sais plus l'écart en termes de chiffres ou de pourcentage, mais c'était assez impressionnant. Et je pense que c'est ça qui est l'élément qu'on disait dans une carrière du growth. Il faut savoir que c'est une carrière qui est assez rapide aujourd'hui quand même. On peut devenir manager d'une équipe en moins de 3 ans. C'est quand même quelque chose de fou comparé aux autres métiers. Et derrière, il y a un écart qui est assez énorme puisque aujourd'hui, les salaires sont vraiment au-dessus du marché coté sur les managers. Qu'est-ce que tu as à dire un peu sur quand on devient manager, c'est la phase aussi la plus importante pour avoir un vrai gap de salaire? Quels sont les 2-3 insights que tu aurais à donner pour les talents du boss? Ouais, tu avais dit la distribution des salaires, elle est intéressante en gauche parce que dans les premiers niveaux, et c'est manager ou expert. En gros, plus on gagne en seniorité, c'est vraiment une courbe méga exponentielle. Les salaires le sont souvent, mais encore plus en gauche. Donc c'est intéressant parce que si on se compare par exemple au dev, on voit que les gens dans le gauche, globalement, sont payés, on va dire, en début de carrière et progressivement, quasiment tout le temps 10-12% en dessous, etc. Puis en fait, plus on monte en seniorité, plus ça se résorbe, voire limite à seniorité équivalente, c'est pareil, voire peut-être un peu au-dessus. Et très vite. Donc on a des gens qui atteignent des postes de head-off avec des seniorités plus faibles parfois que dans d'autres fonctions. Et on a des salaires qui explosent très vite avec la seniorité. Donc, en junior, en gros, on voit que le métier est sous-coté par rapport à d'autres fonctions. Je ne vais pas dire sous-coté sur le marché, hein, mais je parlais des devs ou des métiers product ou des métiers qui sont pas mal très, très tendus sur le marché. Donc, en tout cas, avec la seniorité et le passage en management, en tout cas, c'est plus du tout vrai. Et il y a une vraie rareté de ces profils. Et donc, la valeur, on le voit dans les données, est vraiment explose. La valeur sur le marché explose. Et sur la question de quel impact sur le salaire quand on passe manager, on parle salaire, mais puis en plus, il y a eu quelques remarques ou questions là-dedans dans les commentaires, mais il y a aussi le parti equity. Il faut savoir que l'equity, alors c'est très différent d'une boîte à l'autre. Et c'est énorme la variance qu'il y a sur l'equity. Autant sur les salaires d'une boîte à l'autre, je vais avoir des salaires 5, 10, 15% différents. Autant sur l'equity, les multiples d'une boîte à l'autre, entre qui en a et qui en a pas déjà, et les multiples de ce qui sont donnés peuvent être bien plus énormes. Il y avait une question sur les benchmarks. Les benchmarks sur le BSPCE, c'est encore pire que sur les salaires, mais on essaie un peu de le construire, mais c'est encore plus inexistant. Et c'est vraiment, vraiment très différent. Par contre, ce qui est assez commun à toutes les boîtes, c'est que la courbe de BSPCE, elle aussi, elle est vraiment exponentielle par rapport à celle des salaires. Par exemple, on peut dire qu'un quelqu'un de junior va avoir
l'équivalent de 10-15% de son package en BSPCE. Donc, il arrive à 45. On va lui donner l'équivalent de 4 500 euros de BSPCE. Alors, c'est toujours un peu, on n'a pas trop le temps d'en parler, trompeur de dire 4 500 euros de BSPCE. Tu nous coupes l'herbe sur le pied. On fait venir Lucas dans 2 semaines. Donc, Lucas Mesquita, le fondateur de Caption. Et donc, on va faire à peu près le même webinaire qu'on a fait avec toi sur le salaire, sur vraiment sur l'equity. Donc, c'est dans 2 semaines, jeudi 14h, le 7 octobre. Ouais, bah super, en fait, vraiment super sujet. Mais donc là, ce qu'on peut voir, c'est que ça explose beaucoup plus. En fait, là où le salaire peut être du simple au double, du simple au 2,5 entre un junior et un head-off dans le gross, l'equity peut aller du simple au. Ça peut être un ratio de 50, quoi. Il peut être vraiment appliqué. C'est gigantesque. Et donc là, quand on passe manager, on revient sur ce concept de on a plus de pouvoir de négociation, on a plus de latitude dans ce qu'on peut avoir, notamment en variable, notamment potentiellement en BSPCE. Ben, c'est surtout ce pouvoir de négociation et en tout cas et ce pouvoir d'augmentation, cette augmentation moyenne et ce pouvoir de négociation qui explose, quoi. Il y a 2 insights là-dessus à rajouter. Donc, le job title de Head of Growth, c'est pas celui que vous avez sur LinkedIn, qui serait important. C'est le job que vous avez dans la société. Donc, quand on concept de Head of, c'est-à-dire que vous gérez soit un département, soit une équipe. Donc, c'est ça qui a vraiment du poids. C'est de se dire qu'il y a une équipe en dessous de vous. Faut garder en tête que en moyenne, les entreprises, il y a très peu de profils qui sont aujourd'hui managers dans le growth de par comment c'est récent ces métiers-là. Donc, il y a une pénurie de profils. Et donc, aujourd'hui, vous remplacez lors d'un départ ou lorsque, par exemple, une entreprise va vous mettre une offre plus importante, ça coûte très cher à l'entreprise. Donc, gardez ça en tête aussi. Une fois que vous êtes manager, que vous avez votre équipe, les écarts sont assez impressionnants. Peut-être pour laisser la place aux questions et pour être le plus actionnable possible pour les talents et bénéficier de ton temps, Virgile, on lance une initiative. Je vous le mets sur la slide prochaine, qui est si vous allez sur notre site internet grosstalent.org, on lance un formulaire de benchmark des salaires pour récupérer plus de données. Donc, en plus de celles qui sont collectées par Virgile, on veut comprendre comment marchent les variables aujourd'hui. C'est un point de OK, un profil sur deux du Go, ça a des variables, mais est-ce qu'ils sont mensuels par an? Est-ce qu'ils sont liés à la performance? On veut comprendre aussi en fonction des différents métiers du Go dans la granularité. Donc, si vous êtes plutôt inbound, est-ce qu'il y a des différences sur la plutôt outbound sur la partie sales? Est-ce que les product growth sont mieux payés? Donc, vous pouvez aller sur grosstalent.org/benchmark. On va essayer on en a déjà plusieurs centaines de données collectées et on va compiler toute cette donnée qui sera mise anonyme et envoyée uniquement aux talents du growth pour vous aider du coup dans cette négociation de salaire. On vous donnera le magnifique tableau Excel qui a été fait par l'équipe Criteo à Palo Alto. Donc voilà, ça sera une donnée vachement actionnable et elle sera vérifiée par nous et anonyme. Donc n'hésitez pas à jouer le jeu, la communauté, on en ressortira tous grandis. On va passer aux questions, Virgile. Il y en a beaucoup sur le côté. Laquelle on traite en premier? Il y en a un sur l'expérience, Virgile, qui est assez intéressant. C'est par exemple quelqu'un qui a 6 ans d'expérience dans le marketing, peut-être plus traditionnel dans une agence ou dans une grosse boîte. Comment tu abordes ce côté de l'expérience quand des gens sont nouveaux sur un sujet? Donc, par exemple, postulent sur un métier de growth en startup et ont 6 ans d'expérience. Comment, en tant que candidat, tu te différencies du coup par exemple, d'un profil sorti d'école parce que tu as quand même 6 ans d'expérience. Comment tu peux mettre en tant que candidat en avant cette expérience pour du coup jouer sur le salaire? Ouais, alors c'est une super question parce que d'ailleurs, côté entreprise, c'est super compliqué. Là, on est tu vois, de marketing au growth pur, on ne s'est pas trop éloigné, mais en tout cas, les changements de carrière, c'est assez dur à appréhender d'un point de vue salaire côté entreprise. Et tu vois, dans tous les modèles de grille dont on a parlé, les Alan, celles qu'on avait chez Comet, on avait un modèle basé notamment sur le nombre d'années d'expérience. Comment tu traites ce sujet d'années d'expérience de gens qui ont fait des trucs un peu ailleurs? Et en fait, on le valorisait quand même. Et la manière dont il faut le valoriser en tant que candidat, c'est surtout sur non seulement les skills qui sont proches et similaires, ok, growth et marketing, il y a quand même pas mal de trucs qui sont intéressants, mais aussi sur les soft skills. En fait, tu as de la bouteille, tu as connu des environnements de boîte, tu as connu des conflits, tu sais travailler de manière autonome, tu sais gérer la relation avec les autres, etc. Et ça a vraiment de la valeur, en fait. Dans une boîte, quelqu'un qui a connu un projet sous deadline, des situations conflictuelles, de travailler avec des équipes différentes, et ça, c'est de la valeur, il faut le mettre en avant. Quelqu'un qui arrive avec le growth, il va peut-être arriver avec des techniques, junior, il va arriver avec des techniques peut-être plus affinées. Et toute cette expérience de vie, ça a de la valeur, c'est ce qu'il faut valoriser en entretien.
Non, c'est hyper intéressant et je pense qu'il y a aussi souvent ce syndrome de l'imposteur, de se dire qu'on repart de zéro. Ben non, comme l'a dit Virgile, on ne repart pas de zéro. Il y a tous ces soft skills et ces compétences qui vous feront que vous serez beaucoup plus compétent qu'un profil junior. Il y a une autre question sur l'attribution. C'est vrai que quand on est souvent l'avant-vente, donc si on parle du métier de growth vraiment en amont des équipes commerciales, c'est toujours difficile de se dire est-ce qu'on est responsable ou on n'est pas responsable parce qu'il y a les sales qui vont faire le job et de closer derrière. Donc, une petite question, un petit conseil pour toi, Romain, c'est vraiment de se mettre à la place et de se dire, OK, donc quand il y a un client, quelle est la part de responsabilité de l'équipe Go? C'est pas grâce à moi qu'ils ont entièrement signé. Par contre, j'ai une part de responsabilité. Est-ce que c'est 10, 20%? Et de faire ce calcul-là en se disant, ben, il y a forcément dans le parcours pour acquérir un client, notamment avec le taf que tu fais, Romain, sur les webinaires que tu organises. Aujourd'hui, tu as un impact sur l'acquisition des clients et donc de prendre une partie de cette partie-là. Le but, encore une fois, c'est pas d'avoir le modèle d'attribution ou le meilleur tableau Excel, mais c'est de faire ce travail-là, de montrer, d'arriver dans la négociation de salaire en se disant, ben voilà, j'ai fait ce travail-là, je me suis donné, et est-ce qu'on peut discuter? Donc, le meilleur des actions, c'est d'arriver déjà avec une formule ou un tabac ou une donnée et de demander un avis, en fait, et de se dire, est-ce que tu penses que c'est réaliste? Est-ce que tu penses que j'ai participé à 35% de l'acquisition cette année? C'est plutôt d'avoir cette réflexion-là que de se dire, est-ce que c'était 20 ou est-ce que c'était 45? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir la démarche, de faire un modèle et de venir challenger son modèle avec son manager. Il y a une question, Virgile. Aujourd'hui, c'est un métier qui est assez nouveau. Donc, il y a ce mot magique senior. À partir de quel moment, en fait, on est senior ou on peut être considéré senior? Est-ce que c'est lié à l'âge? Est-ce que c'est lié au nombre d'entreprises par lesquelles on a été? Est-ce que c'est lié à ses responsabilités? C'est quoi un peu cette approche de senior où je pense qu'à la fois les RH et à la fois les talents sont perdus parce que la seniorité n'a plus le même poids que dans les entreprises traditionnelles ou dans les métiers aussi traditionnels. Ouais, c'est super intéressant. Donc, chez nous, on a un référentiel de seniorité qu'on définit par des critères d'autonomie, de scope, etc. On va dire qu'un senior, c'est quelqu'un qui est 100% autonome sur son périmètre, capable de mentorer des personnes plus juniors, capable d'amener une vraie expertise clé sur l'entreprise. Et on a des définitions un peu pour tous nos niveaux. Et après, on est allé piocher un peu dans nos… Donc, c'est les boîtes de déterminer en fonction de ces définitions ce qui nous disent la personne est senior, la personne est intermédiaire, etc. Néanmoins, quand on avait regardé les corrélations avec les années d'expérience, pour la plupart des métiers, en gros, junior, c'était 0,2 ans. Intermédiaire, c'était peut-être 2 à 5 à peu près. Enfin, il y a souvent des overlaps, c'est pas aussi clair, mais 2 à 5, 2 à 6. Et senior, c'était à peu près 5, à partir de 5-6 ans d'expérience. Et comme tu dis, sur ces nouveaux métiers, en fait, tout va super vite. C'est la même chose que je disais sur des head of growth. Un head of, de manière générale, en dehors des petites boîtes où c'est l'armée mexicaine et tout le monde est head of parce qu'ils sont 8 et tout le monde est head of de son scope, tu vois, dans une boîte un peu plus mature. Un head of, normalement, c'est quelqu'un qui a 6, 7, 8 ans de bouteille, au moins 9, 10, Gestion 11. d'un budget. Ouais, et en fait, il y en a combien de ces gens-là dans le domaine du growth, tu vois, en France ou dans le monde? Donc, en fait, c'est les gens qui accèdent à ces niveaux-là plus rapidement que sur un autre métier parce que ces normes explosent beaucoup plus vite. Les normes de nombre d'années d'ancienneté par niveau de seniorité, elles sont un peu explosées en growth. Tu vois, des gens qui sont marqués, ils sont seniors en growth en 3-4 ans d'expérience ou 3 ans parce qu'en fait, ils sont juste, c'est presque une mission de distribution dans le marché. Ils sont dans le top 5-10% du marché en termes de seniorité, de compétences et d'expertise. Donc, de facto, ils sont growth, même si ils ont moins d'expérience que leurs copains senior front-end développeurs côté dev, quoi. Donc, ça va plus vite dans ces métiers-là. Y a une question où je pense que vraiment avant la Serie A, la société, on peut le dire, tu vois, Virgile, c'est un peu le bordel niveau people. Tu vois, aujourd'hui, quand on voit l'âge et l'expérience de beaucoup de fondateurs et de premiers employés de start-up, on part de zéro, on part d'une feuille blanche. Donc, il n'y a pas tout ce concept de feedback review, performance review ou autre. Et je pense que c'est là qu'il y a le plus d'inégalités, en fait. En tant qu'employé, quand on est dans une entreprise très early, en fait, c'est quoi un peu les bonnes pratiques pour aider l'entreprise à aller vers plus de transparence, plus de process? C'est quoi un peu tes conseils pour que les profils Go soient en fait les bons élèves, on va dire, de la classe et puissent participer en fait à faire évoluer la boîte dans le meilleur sens? C'est quoi les 2-3 Ouais, astuces que tu pourrais donner pour être proactif sur cette partie-là?
Et c'est une bonne question. Je suis d'accord avec ton concept de série A, même si ça descend progressivement. Enfin, c'est assez marquant le nombre de gens et de boîtes qui vont chercher des head of people dans des trucs à 20, 25 employés. Avant, ça n'existait pas du tout avant. Ouais. Avant 50, 60 employés, ça n'existait pas. Tu avais des gens qui faisaient un peu l'admin ou du recrutement, mais pas ce genre de seniorité. Donc ça change. Les boîtes ont envie de structurer cette partie-là de plus en plus tôt, mais néanmoins, ton truc pré-série A, c'est assez vrai. Et je dirais que ce qui marche bien, c'est un peu jouer sur cette espèce de milieu dans lequel on marche. Dont on est en fait, d'aller regarder, de jouer sur, attendez, vous avez vu, toutes les autres boîtes, ils font ci, ils font ça, ils sont structurés niveau salaire, ils sont structurés niveau ci. Nous, on fait quoi? Globalement, cette pression-là, elle marche pas mal dans ce milieu-là. Tu as pas mal de CEO, de fondateurs qui ont un vrai côté presque FOMO, mais en fait, on veut un peu faire comme les autres. Ça, je suis un peu taquin quand je dis ça, mais c'est vrai que ça marche. Et des fois, ça marche pour des bons sujets. Si on se souvient, le parental act, le fait de donner un mois de congé au deuxième parent, ça a beaucoup joué sur cet effet-là, en fait. Ça a joué Mm. sur cet effet, attends, vous n'avez pas signé, toutes les autres boîtes cool ont signé. Ah bah ok, on signe. Moi, j'ai le nombre de RH que j'ai vu qui ont réussi à faire passer un mois de congé pat juste parce que leur fondateur, ils s'en moquaient complètement. Mais au moment où ils ont vu toute la liste des boîtes et que ça craignait de ne pas être sur la liste des boîtes, ça marche. Donc il y a un peu ce truc-là sur lequel on peut jouer. Et le deuxième, et ça, c'est vachement intéressant parce que la plupart des gens, ils ne pensent pas. Mais en fait, vous pouvez aussi dire, attends, si tu veux, moi, je t'aide à réfléchir à ce sujet-là. Je t'aide à collecter un peu les best practices qui vont sur le marché. Moi, j'ai adoré en tant que RH bosser avec des gens non RH sur des sujets RH, quoi. Chez Criteo, notamment, j'ai bossé avec un mec qui était assez fort au niveau data pour construire un modèle de suggestion d'augmentation de salaire. Donc, on était assez suggéré sur la base de la perf et du salaire actuel de la personne. On faisait des recos individualisés d'augmentation de salaire. J'ai bossé avec un dev là-dessus, bossé avec un data analyst sur un modèle de recommandation de distribution de stock options et d'actions gratuites. Et en fait, quand les mecs viennent en disant, moi, ça m'intéresse de réfléchir à ce sujet-là, sauf si la personne n'a vraiment pas le temps ou peut-être dans des cultures où ils n'ont pas du tout envie de le faire. Souvent, en fait, les gens, ils sont trop volontaires d'avoir des gens pour les aider à réfléchir, à avancer sur ces sujets. Donc, franchement, je dirais de ne pas hésiter à être volontaire, à aller collecter les best practices, à amener le sujet sur la table et à proposer de contribuer à la discussion. Alors, je pense que ça va peut-être être la phrase de conclusion, mais aujourd'hui, malheureusement, les salaires, enfin, c'est inégal. Et je pense que c'est un constat. On va vers plus de transparence, on va vers plus de lissage et de limiter les disproportionnalités. Mais aujourd'hui, il faut garder en tête que euh, plus vous serez préparé, mieux vous serez collaboratif et plus vous serez proactif en fait avec votre manager ou avec votre RH et vous aurez une rémunération qui sera plus adaptée à ce que vous valez vraiment sur le marché. Et je pense que le premier défaut aujourd'hui, c'est d'être attentif ou contestataire, on va dire, et de se dire je veux plus ou autre. Et vraiment, il y a tellement d'écart aujourd'hui que tous les gens qui seront proactifs, qui essaieront de réfléchir ensemble et essaieront de faire évoluer, seront ceux qui seront le mieux rémunérés aujourd'hui. Donc, on partagera plus tard aussi vachement de tips sur comment préparer sa performance review de manière très simple, un template, un Notion, tu vois, de quelles sont les étapes à faire. Mais gardez ça en tête pour tous les gens aussi qui se posent des questions. N'hésitez pas à partager du coup figure de Virgile à votre RH. Je pense que l'approche qu'ils font est vraiment la plus saine du marché. Si toutes les entreprises partagent entre elles, on se tirera tous vers le haut parce que globalement, quand tu as un milliard qui est levé en une semaine, les salaires vont exploser dans les prochaines semaines. Et je pense que de notre côté aussi, en tant que talent du growth, participer au benchmark nous permettra d'avoir aussi des données beaucoup plus concrètes pour nous en tant qu'employés pour préparer notre avancée. Pour toutes les questions là-dessus, donc bien sûr, vous aurez accès au replay, toutes les personnes qui se sont inscrites là-dessus. On vous envoie un petit mail de follow-up. Et encore une fois, énormément merci pour ton temps, Virgile. Je pense que c'est toujours hyper passionnant, de voir des ressources, des personnes en ressources humaines aussi passionnées. Ça redore un peu la pilule des RH et de prendre vachement le temps de donner vachement de questions. Est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils ont une question très spécifique là-dessus sur LinkedIn? C'est ça le meilleur moyen pour te contacter? Ouais, meilleur moyen de contacter, c'est LinkedIn. Comme tu l'as dit, je vais pas faire l'analyse de votre benchmark de salaire, de savoir si c'est bien ou mal payé, mais si je peux aider d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas, ouais. Donc voilà, et sinon, vous nous connaissez, donc Grosse Talent ou Jérémy pour nous ajouter. On est ravis de réfléchir avec vous comment vous aider, à quel impact vous avez et quel impact vous pouvez avoir sur là-dessus. Et on vous envoie du coup les invitations pour les prochains événements à très vite, notamment celui du 7 octobre sur l'equity qui s'annonce aussi passionnant que celui-ci avec Lucas. Merci à tous en tout cas et bon jeudi après-midi à vous tous. Merci à tout le monde.